Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 31e vidéo. Pendant la période Sengoku, dite des royaumes combattants, les châteaux du Japon sont mis à rude épreuve pendant cette époque marquée par de nombreux conflits. Mais il s'agit souvent de forts assez rudimentaires situés en montagne avec des techniques de défense plutôt moyenâgeuses. Puis, une fois arrivés dans l'ère dite moderne des châteaux, donc globalement ceux construits après la bataille de Sekigahara de 1600, les châteaux ont commencé à plutôt jouer un rôle de résidence et de bureaux gouvernementaux. Mais ils possédaient toutes les défenses nécessaires pour repousser les envahisseurs et tenir un siège. Cependant, cette période du Japon est aussi une période de paix, donc la question que l'on peut se poser est est-ce que ces châteaux ont vraiment servi pendant des batailles et est-ce que ces défenses se sont révélées efficaces le moment venu? Parmi les défenses modernes, on peut citer les portes en forme dite Masugata, donc de boîtes en forme de gueule de tigre, aussi de très hauts murs en pierre et une infrastructure autour du château, globalement préparée pour la bataille. Nous allons donc voir quels châteaux modernes de la période Edo ont été impliqués dans des batailles et quelle en a été l'issue, et aussi pour quelles raisons. Déjà, il faut savoir que peu de châteaux modernes ont été le théâtre de bataille pendant la période Edo. On peut même presque les compter sur les doigts d'une main. Le premier événement auquel on va s'intéresser est appelé le Osaka no Jin, entre 1614 et 1615, qui est le siège du château d'Osaka, effectué par Tokugawa Ieyasu pour réduire à néant le clan Toyotomi et ses soutiens. Cette campagne est divisée en deux parties, une en hiver et une au printemps. Ce château d'Osaka a été construit par le défunt Toyotomi Hideyoshi et était le plus grand château du Japon de l'époque et était réputé imprenable. Il était notamment protégé par une Joukamachi, donc la ville autour du château, qui avait été dessinée pour poser un maximum de problèmes à l'ennemi. Par contre, ce château était connu pour avoir un gros point faible sur son côté sud par le passé. Mais ceci est maintenant de l'histoire ancienne, car entre-temps, l'enceinte Sanada, donc le Sanada Maru, a été construit pour solidifier cet endroit. Mais Tokugawa Ieyasu tenta tout de même sa chance avec une armée de 200 000 hommes par le sud et essaya de percer par cette structure, mais sans y parvenir. Donc il décida d'élaborer une autre stratégie qui consistait à pilonner à coups de canon jour et nuit le château dans le but de frapper psychologiquement les soldats retranchés. Avec ce nouvel avantage, il attendit le bon timing pour proposer un cessez-le-feu et un accord de paix par compromis au clan Toyotomi. Ainsi, les assiégés réussirent à obtenir la fin des hostilités contre une promesse de ne pas lever de rébellion contre Tokugawa Ieyasu et d'effectuer le remplissage des douves entourant le Ninomaru et le Sannomaru, donc les deuxième et troisième enceintes. Ainsi se termine la campagne d'hiver. Puis, au printemps 1615, les Toyotomi commencèrent à tout de même préparer une révolte contre Tokugawa et stoppèrent le remplissage des douves. Mais ces dernières avaient déjà perdu leur capacité défensive de siège. Donc l'armée de Toyotomi du château d'Osaka défia l'armée de Tokugawa Ieyasu sur terrain plat à différents endroits. Mais la différence de force était trop grande et l'armée rebelle fut mise en déroute. Ils tentèrent de se replier au château d'Osaka, mais au mauvais moment, et le château tomba à son tour dans la foulée. Donc ici, on voit que le château d'Osaka a pleinement rempli son rôle défensif dans un premier temps, mais c'est plutôt le côté psychologique, politique et négociation qui a amené à une situation où le château est devenu prenable. Le second événement qui va nous intéresser est le Shimabara no Ran entre 1637 et 1638 que l'on peut traduire par la rébellion de Shimabara. Cette bataille eut lieu dans les environs de la ville actuelle de Shimabara au château de Hara dans la préfecture actuelle de Nagasaki. Dans un premier temps, il faut savoir que la région était dirigée à l'origine par le clan Harima qui s'était converti au christianisme et utilisait le château de Hara comme base. Aussi, la population paysanne et assez pauvre de la région s'était aussi convertie au christianisme et soutenait le clan Harima. Mais Tokugawa Ieyasu, qui avait été tolérant vis-à-vis de cette religion jusqu'ici, changea d'avis en 1614 et décida de la réprimander fortement. Et il décida ainsi de changer le seigneur de cette province pour mettre en place le clan Matsukura, qui avait aussi pour mission de faire disparaître cette religion. Le clan décidera de faire construire le château de Shimabara pour l'occasion, et ce sont les paysans et fermiers chrétiens qui serviront de main-d'œuvre. Sous cette tyrannie contre le christianisme et une forte augmentation des taxes pour construire l'immense château de Shimabara, la grogne va vite grimper et exploser. Et c'est ainsi que les fermiers chrétiens des régions de Shimabara se dressent face au nouveau seigneur féodal.
Environ 37 000 paysans vont se révolter, ce qui va avoir un écho du côté du shogunat Tokugawa. Ces forces rebelles prirent le château de Hara de l'ancien seigneur chrétien Harima comme QG. Ce château avait d'ailleurs été abandonné lors du changement de seigneur. Le moral des troupes était très élevé et la forteresse était entourée sur 3 de ses côtés par la mer d'Aliake, ce qui en faisait une place quasi imprenable. Le château n'est pas tombé malgré les bombardements des navires hollandais qui avaient décidé de se mettre du côté du shogunat Tokugawa pour lui montrer leur loyauté et ainsi pouvoir continuer à faire du business sur l'archipel. Mais comme avec le château d'Osaka, ces bombardements incessants vont porter un coup psychologique aux assiégés qui se sont retrouvés épuisés après plus de 2 mois de siège. Lorsqu'ils furent attaqués de front, ils n'eurent la force nécessaire pour se défendre et le château tomba. D'ailleurs, une exécution de masse s'ensuivit pour les rebelles. On notera que ce site du château de Hara est classé à l'UNESCO depuis 2018 en tant que site chrétien caché de la région de Nagasaki. Donc ici aussi, ce sont les canons et le côté psychologique qui fut déterminant dans cette bataille plutôt que la capacité de défense en elle-même. Passons maintenant à la bataille d'Aizu en 1868 pendant la guerre du Boshin qui se déroule dans la préfecture de Fukushima au château d'Aizu Wakamatsu. La guerre du Boshin voit donc la fin du shogunat Tokugawa pour la mise en place de l'empereur Meiji en 1868. Mais plusieurs batailles eurent lieu auparavant pour en arriver là et notamment celle qui se déroule à Aizu. Le domaine d'Aizu, dirigé par le clan Matsudaira, soutenait le shogunat Tokugawa et devint la cible de la nouvelle armée gouvernementale de l'empereur. Ce fut la bataille la plus féroce et une des plus connues du conflit. Le château d'Aizu Wakamatsu a été agrandi et fortifié au fil des décennies par les différents seigneurs et était connu pour être une forteresse quasi imprenable. Et la tâche s'annonçait au mieux très compliquée même pour l'armée pro-empereur qui dominait globalement le conflit. Mais le domaine d'Aizu avait envoyé une grande partie de ses forces pour la défense des frontières du domaine, ce qui a affaibli les défenses de la ville qui entourait le château. Et la nouvelle armée gouvernementale a profité de cet affaiblissement pour lancer son attaque et percer les défenses de la ville. Mais ils décidèrent de ne pas continuer plus loin et de ne pas prendre le risque d'attaquer ce château de front. En effet, sa réputation de bastion imprenable et la présence d'hommes surmotivés pour le défendre les a conduits à trouver une nouvelle approche pour le faire tomber. Et là aussi, l'idée fut de mettre en place des bombardements incessants sur le château avec les canons Armstrong dotés d'une grande précision de tir depuis les montagnes aux alentours. Ceci causa, en plus de grosses pertes humaines, des dommages psychologiques et les troupes du château virent leur morale en pâtir assez rapidement. Aussi, les domaines alliés aux alentours tombèrent un à un et le château se retrouva isolé au milieu de l'ennemi. Une attaque générale fut lancée et le château endommagé n'a pu tenir malgré 1 mois de résistance au total. Donc là aussi, un château très bien préparé pour une attaque de front, mais rien pour contrer les nouveaux canons modernes à longue portée de l'époque, plus le côté psychologique qui a beaucoup joué ici aussi. Et comme dernier exemple, voici la bataille de Seinan en 1877, aussi connue sous le nom de la rébellion des Satsuma, qui était un clan majeur du sud-ouest du Japon. Et celle-ci s'est déroulée au château de Kumamoto sur l'île de Kyushu. Nous sommes donc après la guerre du Boshin et l'empereur est de retour et la classe des samouraïs est sur le point de disparaître. Mais certains n'acceptent pas ce changement brutal instauré par le nouveau gouvernement Meiji, notamment un certain Saigo Takamori, un samouraï de Satsuma, qui va être le leader de ce mouvement. Et il décide donc de lancer une attaque de front contre le château de Kumamoto, qui était le quartier général de la nouvelle armée gouvernementale de l'empereur dans la région. Dans le château se trouvaient 4000 hommes contre 13 000 pour la partie attaquante dirigée par Saigo. Malgré son avantage numérique conséquent, ses troupes ne parvinrent pas à pénétrer dans le château de Kumamoto. Il y eut globalement 2 raisons à cela. En premier, le manque de canons pour lancer un assaut viable et aussi les immenses murs en pierre du château qui stoppèrent net l'avancée des rebelles. De plus, des contre-attaques intenses venant des assiégés furent très efficaces et l'armée de Saigo se retira. Il faut savoir que les murs du château de Kumamoto ont été bâtis sous la direction du célèbre Kato Kiyomasa, qui était un maître dans la réalisation d'Ishigaki, donc de murs en pierre. Et la qualité de ces constructions a été validée lors de cette bataille. Le groupe de Saigo fut par la suite écrasé et le château ne tomba pas. Donc ici, la solidité des défenses du château s'est révélée déterminante en plus du manque d'équipement en canon du côté des assaillants. On pourrait aussi citer d'autres batailles qui impliquent des châteaux dans cette période comme à Nagaoka ou encore Nihonmatsu par exemple.
Mais on voit à travers ces quelques exemples que globalement, les châteaux modernes étaient très bien équipés pour défendre un assaut de front, même en infériorité numérique. Il fallait cependant avoir un minimum de force en présence pour tenir les différents points clés et les différentes enceintes. Tant que cela tenait, la défense était quasi impénétrable. Mais si une brèche s'ouvrait ou que l'ennemi utilisait intelligemment ses canons, il pouvait s'y engouffrer assez rapidement. Et le paramètre qui a fait la différence à quasiment chaque fois fut les canons. Au début de l'ère Edo, ils avaient plutôt un rôle de sape psychologique uniquement. Mais à la fin de cette période, donc 270 ans plus tard, ils avaient en plus un pouvoir destructeur amené par l'amélioration de la précision et de la portée. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc globalement, les châteaux modernes du Japon, c'était du costaud et pas uniquement des résidences ou des bureaux ouverts à toutes les attaques. Mais une bonne stratégie de sape psychologique et une bonne utilisation des dernières technologies pouvaient en venir à bout. Encore une fois, merci à celles et à ceux qui sont arrivés jusqu'ici, j'espère que le tout vous aura plu. Vous connaissez la chanson, les 3 classiques et le bouche à oreille sont toujours les meilleurs moyens pour soutenir la chaîne. Un grand merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Okini!